Eh bien, mesdames et messieurs, merci tout d'abord d'être venus. Je crois qu'on ne sera pas tellement plus nombreux, donc on peut commencer. On inaugure ce soir une série de présentations, de 3 présentations dont vous avez le programme, qu'une toute jeune, toute récente association qui a été fondée en février, qui s'appelle l'Association française d'archéogéographie, a souhaité organiser pour faire connaître le type de travail qu'elle réalise. Vous avez le programme des conférences. Si les suivantes vous intéressent, vous serez évidemment les bienvenus. Ce qui nous intéresse, ce qui motive notre action, c'est la valorisation et la diffusion d'un savoir qui a été, à une certaine époque de la recherche française, très en pointe et puis qui a été perdu de vue pendant des décennies, et qui est l'étude de la morphologie. L'étude de la morphologie agraire, de la morphologie urbaine, de la morphologie routière. Autrement dit, une analyse dans la durée, dans le temps, de la façon dont les sociétés organisent leur paysage, la façon dont elles créent leur réseau, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et cette analyse de morphologie urbaine ou de morphologie agraire est en train de connaître depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années à peu près, une revitalisation très, très grande. Pendant les 20 ans qui viennent de s'écouler, ça a été essentiellement un travail universitaire et de recherche mené au CNRS, dans les universités et dans différents établissements. Et là, nous sommes en train d'aborder une phase de diffusion, une phase de valorisation auprès de toutes sortes de publics. Une de nos cibles, passez-moi le mot, mais une de nos cibles, ce sont les collectivités territoriales, les institutions publiques ou privées qui interviennent dans l'aménagement du paysage. Et nous avons des choses à leur dire, nous avons des résultats à leur proposer qui sont susceptibles de les aider dans les choix qu'ils doivent faire lorsqu'ils doivent aménager. Donc, ce que nous engageons aujourd'hui, et parce que nous avons demandé à l'Académie du Climat, nous avons proposé à l'Académie du Climat de bien vouloir nous accueillir pour cette série de conférences, on ne va pas vous parler de tout ce que nous faisons en archéogéographie, mais on va vous parler d'un point central pour nous, qui est ce que nous appelons l'inversion dans l'histoire des paysages. Le fait que nous constatons dans différents continents, dans différentes situations, nous constatons des situations d'inversion des paysages, d'inversion de la façon dont les hommes, les sociétés habitent leurs espaces, mais aussi des inversions qui sont dues à des causes diverses. Comme nous sommes dans une phase d'importants changements climatiques, comme nous sommes en train de connaître nous-mêmes des bouleversements qui deviennent de plus en plus prégnants, comme nous nous interrogeons pour savoir que va devenir notre paysage dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans? Qu'est-ce que mes petits-enfants, moi par exemple, qu'est-ce que mes petits-enfants connaîtront quand ils auront mon âge? Autrement dit, quel trait de côte, quel rapport avec les rivières, quel rapport avec la forêt, quel rapport avec les champs cultivés, etc. Donc, puisque nous sommes dans cette période d'incertitude sur la façon dont va se passer ce changement et plutôt les effets de ce changement climatique sur les paysages, c'est intéressant de regarder dans le passé et de se dire que dans le passé, des sociétés, et pas des moindres, ont affronté et quelquefois ont dû céder devant des changements, des inversions qui les ont amenées exactement à l'inverse de ce qu'elles faisaient ou de ce qu'elles croyaient pouvoir faire. On commence donc ce soir avec l'Amazonie.
Dans 15 jours, pardon, le 22 novembre, Émilie Cavana, qui est ici avec une collègue de Paris-Sorbonne, Hélène Noiset, nous parlerons de la Seine avec des changements dont vous verrez tout l'intérêt. Et la troisième conférence, ce sera le 6 décembre, si je me souviens bien. Et cette fois-ci, donc, on aura, avec Jérôme Buridan et Sophie David, on aura des spécialistes de l'histoire de la forêt qui viendront là aussi vous montrer quelque chose qui est assez proche de ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que les forêts sont mobiles, qu'elles ne sont pas, y compris des grandes forêts comme l'Amazonie, qu'elles ne sont pas ces forêts éternelles dont on a pu nous raconter l'histoire à une certaine époque. Alors, Amazonie sous la forêt, l'histoire, c'est-à-dire, le sens de mon propos va être le suivant, à partir d'un travail dont vous allez voir en quelque sorte l'album, à partir de ce travail, je vais vous montrer quelque chose que l'archéologie et l'archéogéographie sont en train de découvrir, c'est-à-dire le fait que, au fur et à mesure que l'on défriche la forêt amazonienne, et Dieu sait, je vais vous montrer quelques diapos, Dieu sait qu'on le fait avec beaucoup de vigueur. Au fur et à mesure qu'on défriche la forêt amazonienne, on découvre, sous cette forêt, on découvre des vestiges dont il y a seulement quelques décennies, on n'avait pas la moindre idée. Et on découvre un certain nombre de vestiges extrêmement révélateurs de sociétés passées, y compris de sociétés dont quelquefois on ignore presque le nom, dont on se demande à quel peuple elles pouvaient bien appartenir, parce qu'il n'y a pas d'archives, il n'y a pas d'écrits. On est devant ces vestiges muets que sont les vestiges archéologiques ou les vestiges archéogéographiques. Alors, la zone que je vais étudier ce soir, à partir de mon propre travail, est la zone qui est dans le rectangle bleu ici. En Amérique latine, et notamment en Amérique du Sud, on connaît depuis fort longtemps l'occupation antique, ancienne, de la cordillère des Andes. Parce qu'elle a le mérite des vestiges monumentaux, elle a toute une série d'avantages, y compris touristiques, à présenter que tout le monde connaît. Et donc, pendant très longtemps, l'archéologie de ce continent sud-américain a été limitée à la cordillère des Andes. Or, ce qui est en train de se produire, c'est déjà une première inversion, en quelque sorte, c'est qu'on est en train de s'apercevoir que le reste du continent sud-américain est tout aussi riche. Sauf que les vestiges n'ont pas la même forme. Ce n'est pas un Machu Picchu, ce n'est pas des vestiges de ce genre, ce ne sont pas des pyramides de pierre comme chez les Mayas, les Aztèques ou les Incas, etc. Mais ce sont des vestiges dont vous allez voir qu'ils sont absolument renversants du point de vue de la connaissance, parce que ce ne sont pas des vestiges mineurs. Alors, c'est le défrichement qui, dans certaines de ces régions, crée la connaissance. C'est terrible à dire, mais la connaissance, elle vient parce que justement les vestiges sont découverts par le défrichement. Voilà la même zone, une zone dans l'état de Rondônia au Brésil, qui est un des états les plus défricheurs qui soit dans cet immense pays. Dans cet état de Rondônia, voilà par exemple une vue en 1985, c'est une vue Landsat, et voilà une vue en 2020, où elle est donnée comme une image 2023 sur Google, mais l'image est un peu plus ancienne, elle est, disons, de 2020. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez deux lignes ici, deux lignes de pénétration, où vous voyez déjà les petites taches claires du défrichement, et puis, regardez ce que c'est devenu, c'est exactement le même cadrage. Hein. Voilà ce que c'est devenu. Entre-temps, on a installé des colons agraires, et on a découpé un parcellaire géométrique
en dents de peigne de chaque côté de la route pour créer les exploitations agricoles. Quand le défrichement atteint ce niveau à l'échelle d'un État entier comme le Rondônia, un État plus grand que la France, quand on voit un tel phénomène, vous regardez sur Google Earth, vous regardez par exemple dans l'ouest de l'Amazonie, la zone de Rondônia, c'est absolument incroyable. Il n'y a plus que de la géométrie de défrichement, de colonisation agraire, avec des villes nouvelles, des villes champignons qui n'existaient pas il y a 30, 40 ou 50 ans. Donc le défrichement est intense. Alors évidemment, ça c'est un sacré paradoxe. Et c'est une des difficultés pour nous, archéologues ou archéogéographes, que d'avoir à dire que nous découvrons des merveilles, que nous découvrons des situations extrêmement intéressantes au point de vue de la connaissance historique, par le fait, je n'ose pas dire grâce, mais par le fait du défrichement. Il faut porter ça, c'est pas simple. Parce que, effectivement, on est comme tout le monde, on préférerait que le défrichement, que l'occupation du sol soit faite de façon beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus raisonnable que ce que l'on voit. Parce que je ne vais pas vous en parler parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais la colonisation agraire, c'est d'une violence économique et sociale que vous pouvez lire dans les reportages, dans n'importe quel journal bien informé. Alors donc, on découvre grâce, ou plutôt en raison du défrichement, mais l'histoire qu'on découvre sous la forêt, elle nous donne un message différent. Elle nous montre des sociétés qui, pour ce que l'on arrive à en connaître pour l'instant, et je vais vous en faire la démonstration, on découvre des sociétés qui, elles, avaient un aménagement souvent extrêmement poussé de leur territoire, mais beaucoup plus respectueux des réalités géographiques, beaucoup plus respectueux des milieux dans lesquels ils vivaient. Donc, il y a peut-être là une leçon à prendre en matière de type d'aménagement et en matière de méthode, je vais employer un mot d'aujourd'hui, mais qu'on peut tout à fait appliquer à ces sociétés anciennes, en méthode agroécologique. Parce que voilà des gens dont vous allez voir comment ils essayaient de combiner leur approche des milieux. Alors, les formes de la colonisation sont extrêmement poussées. Et là, par exemple, je vous donne dans le sud de la zone que je vais étudier, je vous donne un exemple de colonisation agraire actuelle dans ce qu'on appelle le Chaco bolivien, c'est-à-dire une savane sèche. C'est un autre milieu que l'Amazonie, mais dans mon étude, je travaille autant sur l'Amazonie elle-même, sur la forêt amazonienne, que sur, donc un milieu humide, que sur la savane sèche du Chaco. Mais la savane sèche du Chaco, elle a le même défrichement, la même colonisation. Voilà des villages-rues et voilà des types de colonisation. Tout ça, tout ceci, il y a 40 ans, c'était de la forêt ou de la savane. C'était de la forêt intégrale, avec juste quelques routes qui permettaient de passer de là à là, d'est en ouest ou du nord au sud. Mais c'était complètement couvert. Or, aujourd'hui, tout ceci est défriché et mis en valeur sous cette forme-là. Vous avez des installations, par exemple, des Indiens de l'Altiplano qu'on a fait descendre et qu'on a installés dans des villages en forme d'étoile. Je vais vous les montrer. Vous avez de grands groupes agro-industriels en violet. Et puis vous avez la colonisation religieuse de la secte des Ménonites, une secte anabaptiste qui a un véritable deal avec le gouvernement bolivien. Le deal, c'est on fait ce que vous voulez en matière de production agricole, on remplit les critères que vous voulez, à condition que vous nous fichiez la paix sur la façon dont on gouverne nos villages. Vous ne mettez pas les pieds dans nos villages, ni police, ni justice, ni machin, etc. On s'occupe de tout. Et en revanche, on fait ce que vous nous demandez en matière agricole. C'est terrible, parce qu'en matière de colonisation agraire, c'est féroce. Voilà, pour
préserver leur identité, voilà donc des populations qui sont prêtes à faire n'importe quoi, à défricher, vraiment. Et cette colonisation étant d'origine d'Europe centrale, les villages qui sont en jaune ici, hein, les villages ménonites sont une langue quasiment allemande, du Plattdeutsch. Et par exemple, le village que vous voyez ici s'appelle Rosenhof. Voilà, on est en Amérique latine, hein, donc on est dans un type de colonisation extrêmement poussé. Alors voilà, par exemple, des villages. Il y avait de la forêt il y a 40 ou 50 ans. Et là, voilà, on a créé autant de villages. Chaque carré représente 5 sur 5 km, 25 km², 2500 hectares. C'est la taille d'une commune moyenne en France aujourd'hui. Donc, vous voyez, donc, le défrichement est systématique. La forêt est réduite maintenant à ces petites bandes de séparation. Petites, elles sont grandes en elles-mêmes, mais vues de haut, elles sont dérisoires. La forêt est réduite à ces éléments résiduels de bandes forestières entre les villages. La zone que je vais étudier est représentée, voilà, les limites de la zone que j'ai étudiée. C'est mon choix. Hein. Alors, c'est un choix qui est dicté à la fois par l'ouverture, la possibilité de faire de la photo-interprétation, mais c'est un choix qui a sa part d'arbitraire. Il y a d'autres choses très intéressantes dans d'autres zones que je n'ai pas étudiées ici. Et ce que vous voyez, ce sont les milliers de signets qui sont sur mon Google Earth. Au fur et à mesure, ça fait 15 ans que je dépouille systématiquement ces missions. J'ai commencé quand j'étais professeur d'archéogéographie à l'université de Coimbra au Portugal, et une de mes collègues qui dirigeait le centre archéologique m'avait dit: mais ça serait bien que tu travailles sur le Brésil, que tu regardes et que tu nous dises ce qu'il y a à voir en photo-interprétation. Je lui dis oui, je vais le faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un inventaire. Aujourd'hui, dans cette zone-là, j'en suis à un peu plus de 3500, je ne sais plus exactement, vestiges. Et chaque fois que je replonge dans Google Earth, c'est que je m'offre 1 heure ou 2 de dépouillement, ben je trouve des nouveautés, parce que de nouvelles missions, l'acuité de mon propre regard, ou bien passer sur des zones que j'avais cru survoler, mais que je n'ai, enfin, couvrir, mais que je n'avais pas couvertes, etc. Et on finit par voir. La zone fait 800 000 km², c'est-à-dire 1,5 fois la surface de la France. Et vous voyez, par exemple, dans l'État de Rondônia, ici, vous avez tout le cœur de l'État qui est complètement défriché. Vous avez l'État d'Acre, l'État d'Amazonas, l'État de Rondônia, qui sont des États du Brésil. Puis vous avez l'État de Pando, ici, et l'État de Beni, qui sont des États de Bolivie. Et puis, vous avez l'État, au Pérou, vous avez un petit bout dans la province de Madre de Dios. Voilà les zones que je couvre. Donc, tous mes exemples, mis à part quelques comparaisons, seront pris dans cette zone. Alors, les milieux sont très diversifiés. Le principal, c'est la forêt amazonienne, qui couvre le Brésil, la Bolivie et le Pérou, encore une fois dans le cadre de mon étude. D'immenses zones humides. En Bolivie, ce sont les llanos de Moros, par exemple. Ce sont d'immenses zones de marécages, d'îles, de chenaux, extrêmement curieux, qui donnent des paysages. Même en photographie, même sur Google Earth, avec la variation d'émissions, c'est d'une beauté renversante, parce que vous avez des couleurs qui changent selon la période à laquelle a été faite la mission, et vous avez donc vous allez voir des rendus photographiques qui sont tout à fait étonnants. Et puis enfin, le Chaco bolivien, qui est une savane sèche, mais qui jadis était beaucoup plus humide, comme vous allez le voir. Alors, les sociétés anciennes dites précolombiennes qui ont occupé ces régions, avant le retour de la forêt et de la savane, ont su occuper et aménager tous les types de milieux, forêt, savane et marais. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit des milliers de structures agraires qui se rapportent à des sociétés rurales qui ont aménagé ces espaces bien avant la colonisation espagnole ou portugaise.
il y a 500, il y a 1000, il y a 1500, 2000, voire même 2500 ans, selon les datations qui commencent à venir. Parce que nos collègues archéologues qui œuvrent en Amérique latine font des fouilles et commencent à dater de plus en plus de structures et commencent à nous donner un aperçu de la chronologie et de la densité de cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On va faire une petite revue de tout ce qu'on voit avant d'engager en quelque sorte une réflexion plus générale et une discussion. On voit des enclos ou habitats qui paraissent isolés parce qu'on ne les relie pas forcément très bien à quelque chose, on ne les relie pas obligatoirement à des réseaux routiers par exemple ou à tel ou tel type de forme, mais on voit une très très grande quantité d'enclos. Là par exemple c'est dans le Chaco bolivien, ça c'est dans l'état d'Acre, dans une partie de la forêt amazonienne qui a été déconstruite, qui a été défrichée. Ce que vous voyez, ce sont de très grands enclos qui peuvent avoir 100 mètres, 150, 200 mètres de diamètre quand ils sont ronds, qui peuvent avoir 100, 150 ou 200 mètres de côté quand ils sont rectangulaires ou carrés, quelquefois avec double fossé, avec des traces intérieures qui sont probablement intéressantes, mais qu'on ne peut pas interpréter vu le flou, mais il y a probablement des habitats au milieu, il y a quelque chose. Et ces vestiges sont toujours en décalage par rapport à la trame actuelle des chemins de colonisation agraire qu'on construit en ce moment. Quelquefois, ces habitats, ces enclos sont groupés et forment des espèces de villages. Vous voyez, là, par exemple, vous avez un enclos un peu circulaire, plutôt quadrangulaire, un autre ici, il y en a un petit peu plus au sud, etc. Là, vous voyez d'ailleurs, vous avez même, regardé des traces d'alignement, des chemins. C'est clair qu'il y a une morphologie, il y a quelque chose, il y a une cartographie de ces vestiges à faire pour qu'on arrive à savoir un petit peu ce qu'ils représentent. La grosse difficulté, surtout quand on fait de la photo-interprétation comme c'est mon cas, la grosse difficulté, c'est que la photographie ne me dit pas, et même au contraire, elle a tendance à nous induire en erreur, elle ne nous dit pas la chronologie de ces différents enclos. Ils peuvent être de dates différentes. Tout n'a pas obligatoirement fonctionné ensemble. Et dans ce cas, c'est difficile. On a besoin du travail des archéologues sur le terrain pour que, par des sondages et des datations radiocarbone ou autres, ils puissent nous dire cet enclos-là est le plus ancien, ou je sais pas, vous voyez, et qu'on puisse à ce moment-là comprendre quel est le processus de genèse de la morphologie, nous disons morphogenèse, de ce genre d'habitat. Mais si moi je trouvais ceci dans une prospection en France, je parlerais d'une agglomération d'enclos de l'âge du fer. Parce que c'est comme ça qu'elle se présente chez nous. Je n'aurais pas de difficulté à parler, je pourrais vous en montrer, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je pourrais vous en montrer dans différentes régions françaises dans lesquelles j'ai fait ce genre de recherche. Donc ces agglomérations d'enclos, ce sont, appelons-les d'un mot très simple, d'un mot neutre, ce sont des villages. Ce sont des villages d'une certaine époque. Et comme dans tous les villages, comme dans les nôtres, ils ont des chronologies étagées parce que nos villages ne se sont pas construits en 50 ans ou en 40 ans, mais se sont construits quelquefois sur des centaines ou des milliers d'années. Quelquefois, ces agglomérations deviennent très géométriques. Quand je dis agglomération, je le prends au sens propre, c'est-à-dire le fait de regrouper. Je n'imagine pas une ville obligatoirement, encore que on aura des surprises. Mais vous voyez que là, par exemple, dans deux exemples, les enclos sont agglomérés, c'est-à-dire qu'ils sont réunis, et ils sont réunis selon un principe géométrique. Regardez ici, vous avez un grand enclos, mais vous en avez d'autres ici, et ils ont tous une relation, c'est qu'ils sont, comme nous disons dans notre jargon d'archéogéographe, ils sont isoclines, c'est-à-dire qu'ils ont la même inclinaison, la même orientation. Ça veut dire qu'il y a là une pensée d'organisation de l'espace, qu'elle se soit réalisée d'un seul coup ou en plusieurs décennies, peu importe, mais il y a une pensée de l'espace. Or, ce qui est très intéressant, c'est que cette pensée de l'espace, elle recoupe une autre pensée de l'espace qui est en bleu ici, et qui organise d'autres traces. Voilà donc des sociétés qui non seulement peuvent organiser géométriquement leur espace, mais qui en plus
peuvent le faire sur plusieurs phases, peuvent abandonner un type d'aménagement pour en faire un autre en fonction de nouveaux critères que moi je ne peux pas décrire parce qu'il faut des fouilles pour pouvoir aller plus loin dans cette affaire. Regardez ici un autre exemple de géométrie, de rapport d'agglomération géométrique. Voilà 1, 2, 3 et 4 enclos qui sont réunis par un principe géométrique très simple. Ils sont sur le même axe. Nous disons qu'ils sont iso-axiaux, le même axe. Ce n'est pas un hasard. Et seul le report en cartographie, voilà pourquoi nous sommes archéogéographes. Parce que nous, notre réflexe, c'est pas simplement d'inventorier, ce qui est très utile, d'inventorier le vestige lui-même, mais c'est de le cartographier et immédiatement de voir des relations éventuelles de l'un à l'autre, y compris sur de très grandes surfaces, comme je vais vous le montrer. Donc ici, le principe géométrique, c'est de l'iso-axialité, c'est-à-dire une organisation sur un même axe. Et vous voyez que ça recoupe d'autres vestiges que je suis bien incapable de dater. Donc je suis incapable de vous dire si le rouge-brun est plus vieux ou plus récent que le vert, et ainsi de suite, parce que la photo-interprétation ne permet pas, sauf si on tombe sur des types tellement bien connus qu'à ce moment-là, on peut oser une interprétation, mais en général, les photographies aériennes sont muettes de ce point de vue-là. Surprise, quand on cartographie, quand on arrive à des milliers de vestiges, comme c'est le cas de l'enquête que j'ai poursuivie, on peut commencer à faire de la statistique et de la cartographie statistique. Regardez, par exemple, dans la région, vous avez ici l'échelle de 100 km. Donc vous voyez, on doit avoir à peu près 400 ou 500 km d'extension d'est en ouest. On est ici à la limite de l'État d'Amazonas, de l'État d'Acre et de l'État de Rondônia au Brésil. Dans cette zone, il y a probablement à peu près un millier d'enclos. Eh bien, regardez, les enclos carrés occupent préférentiellement la zone au nord. Il y en a quelques-uns ici, mais ils sont beaucoup plus dispersés. Et au contraire, les enclos curvilignes occupent plutôt cette zone-là. C'est une observation. Je laisse bien entendu aux archéologues, au fur et à mesure qu'ils auront le temps de faire ce genre d'investigation, de nous dire les raisons pour lesquelles il y a cette... Est-ce que c'est une raison de chronologie? Est-ce que c'est une raison de culture? Est-ce que ce sont des peuples différents? Quelles peuvent être les fonctions de ces enclos? Est-ce que ce sont des habitats ou éventuellement autre chose? Et quand on les traduit en histogrammes, en fonction par exemple de la taille, le plus grand diamètre quand c'est un cercle, le plus grand côté quand c'est un quadrangle, eh bien on s'aperçoit qu'on a des répartitions différentes. Par exemple ici, les très grands enclos curvilignes, les plus grands, vont se trouver en Bolivie, alors que voilà, les plus grands vont se trouver en Bolivie, alors que dans les régions beaucoup plus au nord de l'ancienne Amazonie, vous avez des enclos beaucoup plus petits. Là aussi, la variation de taille des enclos devient un élément qu'on apporte au débat et en disant, ben voilà, là il y a une question qui est posée par tout simplement la statistique et la cartographie, et il faut essayer de trouver la réponse. Très curieux aussi, les villages en couronne de tertre. Vous avez des habitats, des villages qui... Alors vous les voyez à la photo parce que vous avez des taches qui sont plus claires, et quand elles sont disposées en couronne, et qu'en plus vous avez des chemins rayonnants qui partent de ces couronnes, eh bien, il n'y a pas de problème, on est en présence d'un vestige, et les archéologues qui travaillent dans différentes régions de l'Amérique latine nous ont appris que ces buttes peuvent être des plateformes sur lesquelles on édifie les maisons. Donc là, on a manifestement, vu la taille, vu la disposition, on a des vestiges d'habitat. Voilà ce que ça peut donner dans un autre cas. Et puis quelquefois, regardez, comme ici, dans un site majeur de l'État d'Acre, Iquiri, à côté d'un grand enclos quadrangulaire, vous avez une couronne de butte
Alors évidemment, elle est moins nette que par exemple ici, mais pour avoir les deux sur la même photo, il n'y a pas la photo idéale. Il faudrait faire un montage avec deux prises différentes, mais la contiguïté est intéressante et il faudra qu'on sache un jour quelle est la chronologie. S'il y a des villages, il y a des champs. Et ces champs prennent des allures extrêmement nettes. Ils prennent des allures tout simplement de structures bombées ou surélevées. Je vais prendre une comparaison. Dans nos campagnes, et notamment dans le nord et le nord-est de la France, tout le monde connaît les bombements des open fields, des anciens open fields, c'est-à-dire des champs ouverts qui existaient avant les remembrements que l'on a fait dans les années 60, 70, 80, etc. Et quand on va dans des zones qui sont restées en pâturage, qui n'ont pas été défoncées par des labours profonds, on voit encore très bien, dès qu'on a un soleil rasant, on voit encore très bien le moutonnement, en quelque sorte, les petites vagues de ces petites buttes qui peuvent faire quelques mètres et qui séparent des sillons et des billons. Ces sillons et ces billons sont caractéristiques, eh bien c'est un modelé surélevé pour lutter contre l'excès d'eau ou au contraire, quelquefois, pas en France, mais en Amérique latine, oui, quelquefois aussi pour assurer l'irrigation. Donc ces modelés sont extrêmement courants. Mais on les découvre en Amérique latine sous la forme que je viens de cartographier ici, sous la forme de filaments qui partent de l'enclos principal, de la place du village. J'emploie volontairement des mots très neutres. Un archéologue emploierait des mots techniques. Mais le but ici, c'est de se figurer de quoi il s'agit. Hein. Donc, on a ici des champs qui prennent la forme de bombements, de planches de culture qui partent, alors qui peuvent épouser le relief, la pente quand il y en a, qui peuvent lutter contre l'excès d'eau, qui peuvent avoir vous voyez cette morphologie en dents de peigne, qui peuvent avoir une morphologie concentrique. Éventuellement radioconcentriques, mais ici plutôt concentriques, et puis qui peuvent associer soit des plateformes très denses, soit des filaments. Alors je vais vous les montrer. Donc ça c'est de la cartographie. Alors voilà un exemple, un des tout derniers que j'ai découvert dans le sud, dans l'État d'Acre au Brésil. À partir d'un point central, ici, vous avez une disposition radiale de ces buts qui apparaissent en plus clair sur la photographie aérienne et qui, quand on les cartographie, vous donnent un plan comme les plans précédents que je viens de vous montrer. Les plus spectaculaires sont ceux qu'on rencontre dans les fonds de vallée, dans les anciens fonds de vallée, ce que nous appelons dans notre jargon des paléo-chenaux, c'est-à-dire des anciens chenaux de rivière, mais qui, à un moment donné, ne sont plus en eau et peuvent être occupés, mais il reste des zones humides. Et donc on les voit, alors voilà par exemple ici en Bolivie, Beni, Santa Rosa de Yacuba, dans un paléo-chenal, c'est-à-dire dans un lit de rivière, un ancien lit de rivière. Regardez la disposition en damier de ces vestiges qui sont... Voilà, ils sont disposés, regardez, c'est vraiment bien une occupation très géométrique, très régulière de l'espace et qui correspond très précisément au paléo-chenal. Et dans un cas encore un petit peu plus étonnant que je vous montre ici, là, on est dans un cas très particulier puisque là, les buts surélevés sur lesquels on va pouvoir faire les cultures sont bien sûr des champs, mais elles dessinent les limites de parcelles qui, elles, sont des parcelles probablement de pâture, de pâturage. Donc le champ devient limite. Et ça, c'est vraiment original. Et ça donne cet aspect clouté, vous voyez, de passage clouté que vous voyez à la lumière. Alors,
permettez-moi de faire juste une petite parenthèse. Je dis ici que ce que j'ai trouvé dans cette région rappelle les modelés qui ont été trouvés par Stéphane Rostin en Guyane. Eh bien, Stéphane Rostin, il est là. Stéphane, tu te lèves. Voilà, Stéphane Rostin, il est là. Lui, c'est un des pionniers de l'archéologie française en Amazonie et en Amérique latine. Et c'est en lisant ces articles que moi j'ai découvert ces modelés que maintenant j'ai le plaisir à trouver sur les photographies aériennes. Alors, ces modelés sont des formes universellement connues et je voudrais vous montrer un panorama en 2 diapos. Hein. On ne va pas quitter le sujet, mais je voudrais vous montrer un panorama de ces formes les plus étranges dans différents milieux. Les sociétés anciennes ont adoré, parce qu'elles avaient compris qu'il fallait bénéficier de l'eau et s'en protéger à la fois. Elles cherchaient l'eau et en même temps, fallait aussi éviter que la plante pourrisse parce qu'elle aurait trop d'eau autour d'elle. Donc ces petits monticules élevaient la température, protégeaient de l'excès d'eau. Bref, ils avaient toutes sortes. Toutes les sociétés anciennes en ont fait, dans toutes les parties du monde. Je veux un petit florilège. Ici, vous avez des buttes, des îles, des banquettes qui servent en fait de chemin, et puis vous avez des monticules, ces petites buttes. Ça, c'est au Congo, à Edou. Ici, vous avez des champs en forme de butte. Alors là, la diapositive est difficile à lire parce que dans cette région, on est dans la région de Juliaca, sur la rive nord-ouest du lac Titicaca, et donc vous avez à la fois des vestiges anciens. Je dis anciens, je ne me prononce pas sur leur date, mais vous avez à la fois des vestiges anciens, comme par exemple ce genre d'enclos, typique, et puis vous avez des réactivations de ces formes. Là, par exemple, quand vous avez des formes fraîches comme ça, ce sont des paysans actuels qui ont réutilisé la technique des champs surélevés et qui ont reconstruit les banquettes, curé les fossés pour que l'eau circule, etc. Et vous avez même un petit malin qui s'est amusé à faire un géoglyphe, c'est-à-dire une inscription lisible AIT, Association internationale des travailleurs. Donc, on sait quel est son penchant. Ici, découverte par le LIDAR il y a quelques années, voici en France, dans le Jura, entre Saint-Aubin et Tavaux, voici, regardez ce gaufrier là. Le LIDAR nous montre un gaufrier, nous montre des champs alvéolés qui ressemblent à des gaufres. En réalité, il y a une inversion. C'est le LIDAR qui provoque cette inversion. Et ce n'est pas un gaufrier, ce sont des petits bombements. Donc ce que vous voyez, vous, en élévation, les petites séparations des gaufres, en fait, ce sont des creux. Et ce que vous voyez, l'intérieur que vous croyez être au fond, en fait, ce sont des petits bombements. Voilà, sous forêt, grâce au LIDAR, la découverte de champs bombés qui remontent vraisemblablement à l'âge du fer. C'est exactement le même type de principe. La morphologie est complètement différente, mais c'est le même principe que ce que d'autres cultures, civilisations font dans différentes régions. Je continue. Toujours dans la région de Juliaca au Pérou, regardez comment un aménagement actuel, dont vous reconnaissez la géométrie, recouvre toute une paléoplanimétrie, c'est-à-dire une ancienne organisation de l'espace sous la forme de champs bombés. Et vous voyez les banquettes, vous voyez toutes ces banquettes, vous voyez les chenaux qui permettaient la circulation de l'eau, vous voyez les enclos. Il y a 50 000 hectares dans la plaine de Juliaca à cartographier. Il y a un atlas de ces... Alors là, on est dans la cordillère. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, mais Juliaca, c'est dans la cordillère. On est à 3800 mètres d'altitude. Hein. Mais c'est la même morphologie, c'est le même principe que ce qu'on va trouver dans la plaine. Je vous donne ici l'exemple de l'Indonésie, la Papouasie. Regardez, voilà des formes anciennes
et plus récentes, parce qu'on les revitalise. Voilà des formes de champs bombés dans la Papouasie. Et la découverte la plus intéressante que j'ai faite récemment, c'est en Inde, dans la zone du Tamil Nadu. C'est un des États du sud de l'Inde. Vous savez que c'est un des États qui est connu pour les quelques 50 000 ou 60 000 grands étangs, des étangs qui peuvent avoir la taille d'un village, hein, des grands étangs qui constituent les réservoirs pour l'irrigation des champs qui sont juste en dessous de l'étang. Eh bien, j'ai découvert en photo-interprétation des bombements et des sillons, donc un modelé de bombements et de sillons, qui permet, lorsqu'il y a des pluies, qui permettait d'amener l'eau dans les réservoirs qui se trouvent en contrebas. Donc là, on a une utilisation fonctionnelle. Non seulement c'est sur les banquettes, on fait de la culture et dans les sillons, on laisse s'écouler l'eau, mais en plus, ça sert à canaliser l'eau vers les réservoirs pour irriguer les zones qui sont en aval des réservoirs et qui, elles, vont supporter une culture irriguée. Là, on est devant une utilisation des milieux naturels qui est effectivement très intéressante. Des barrages à poissons. Vous trouvez par exemple dans l'est de la Bolivie, vous trouvez des barrages à poissons qui prennent cette forme-là. Vous voyez ces grandes limites dentelées avec de temps en temps des nasses. Vous voyez, quand il y a comme ça, voilà, ici vous avez une nasse. Des collègues archéologues ont fait des enquêtes, ont travaillé et ont découvert la finalité de ces lignes qui strient le paysage. Alors c'est un paysage très humide, hein, on est dans les lianes, on est vraiment dans une zone marécageuse, mais voilà une utilisation fonctionnelle. Alors que ça, par exemple, ce sont des voies, tout simplement des banquettes toutes droites qui servent de voies pour circuler à l'intérieur des marécages et être un petit peu au-dessus de l'eau. Voilà. Des grands systèmes drainés et irrigués. Vous voyez que l'album est riche. Hein, on est en train de voir les formes que prennent ces morphologies agraires de l'Amazonie. Et à chaque fois, on découvre des choses très intéressantes. Regardez dans le sud de la Bolivie et du département de Beni, regardez un très grand système irrigué. Vous voyez l'échelle, vous avez 1 kilomètre là en bas. Un grand système irrigué organisé avec un système de banquettes de forme très géométrique avec des monticules, des zones de monticules qui sont des zones de petites buttes pour faire de la culture. Là, on est devant, vous voyez, on est devant un véritable aménagement de l'espace dans le but de faire vivre des communautés d'agriculture irriguée. Voilà, par exemple, ça, je l'ai découvert, il n'est pas dans mon livre, mais je l'ai découvert pas plus tard qu'il y a 15 jours ou quelque chose comme ça, en préparant cette conférence. Voilà, sur une mission toute récente de Google Earth. Voilà, c'est la suite du système dont je viens de vous montrer la cartographie. Et vous voyez à quoi ressemblent les structures en champ bombé. Là, elles prennent un aspect très géométrique. Vous avez un collecteur principal, vous avez un diffuseur qui renvoie l'eau un peu partout, vous avez différentes arrivées d'eau, puis vous avez les banquettes et on envoie l'eau, on irrigue en quelque sorte en fonction des besoins, ou on draine si jamais on est en période d'excès de pluie ou d'humidité. Des voies et des couloirs pour le bétail. Voilà par exemple un réseau que j'ai cartographié près de 2 très très grands enclos dans l'état d'Acre. Et voilà à quoi ressemblent les couloirs. On voit 2 traînées blanches parallèles qui vont se développer dans le paysage sur des kilomètres et des kilomètres. Alors, le degré d'organisation, à la fois en termes de géométrie et à la fois en termes de hiérarchie des formes agraires, peut être très poussé. Et il reflète évidemment une conception du monde. Ces sociétés ne font pas ça au hasard, sans réfléchir, sans avoir une idée de la façon dont elles vont aménager leur espace. Et la géométrie
ainsi que la hiérarchie d'organisation, mais la géométrie est une des voies qui nous permet à nous de comprendre comment une société peut se représenter le monde et comment elle peut traduire cela par des formes. Et je vais vous montrer comment ça peut, jusqu'à quel point cela peut aller dans la géométrie et dans la façon d'organiser l'espace. Voilà. C'est un cas remarquable par la qualité de la photo-interprétation. Voilà un exemple où, autour d'un très probable habitat en enclos, vous avez un système radioconcentrique avec des champs bombés qui dessinent le terroir complet d'un village. Là, vous avez la totalité et vous voyez bien que c'est l'eau, que c'est la façon dont on gère l'eau qui va décider des quartiers de culture. J'emploie du vocabulaire de géographe agraire de nos régions. Nous, on appellerait ça ici des quartiers de culture, des masses de culture, etc. Ben, vous avez la même chose. Regardez, et vous avez les prises d'eau, vous voyez. Bon, c'est extraordinaire quand on arrive à ce degré de connaissance. On peut vraiment commencer à travailler sur l'organisation de l'espace. Mais il y a mieux encore. Regardez par exemple ici un relevé de villages et de champs bombés. Regardez comment il jongle, comment il s'insère dans les interfluves, c'est-à-dire les zones qui sont entre les rivières et les ruisseaux, ce qui m'a permis, en plus en regardant à partir de la taille des vestiges et de leur rapport, ce qui m'a permis de proposer, bon, ce n'est jamais qu'un schéma d'explication, hein, on peut le critiquer si on veut, mais ce qui m'a permis de proposer une possible idée de la façon dont s'est faite l'occupation, l'avancée de l'occupation, avec un village principal qui SM, un village principal qui SM, un village principal qui SM, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on voit très bien comment, à ce moment-là, le réseau hydrographique interfluviaire sert de cadre. Ces sociétés voient leur milieu. Et c'est ça qui est intéressant, elles le voient, elles ne disent pas, comme on dit dans l'aménagement depuis maintenant un certain nombre de décennies, les milieux n'ont plus d'importance, comme on le disait, mais on en revient maintenant, mais comme on le disait, les milieux nous sont indifférents puisque nous avons la technique pour passer outre. Avant, il y a une butte, on la rase, il y a un chenal, on le comble, et ainsi de suite. Les sociétés anciennes, elles ne fonctionnent pas comme ça, elles ont un respect. Évidemment, elles n'ont pas non plus les moyens techniques que les sociétés industrielles possèdent. C'est aussi une explication. Mais elles sont quand même respectueuses de leur milieu et elles s'adaptent très étroitement à ces milieux. J'en viens maintenant aux véritables planifications géométriques à plusieurs phases. Je vous en ai déjà montré, mais regardez, voilà, deux cas parmi les plus célèbres, ils sont devenus célèbres maintenant parce qu'ils sont dans toutes les publications de nos collègues archéologues. Voici par exemple, tout au nord de l'état, de la zone étudiée dans l'état d'Amazonas, voilà le site de Cruzeirinho. Et un autre qui s'appelle le site de Mustafa, c'est des noms locaux. Et donc, regardez la géométrie d'ensemble. Là, vous avez 1, 2, 3, 4 phases. La rouge, la verte, la jaune et la violette. 4 phases d'aménagement. Et à chaque fois avec, regardez, une monumentalisation de l'organisation de l'espace. C'est clair que dans cette idée, il y a une conception anthropologique, une conception religieuse du rapport de l'homme au monde qu'on traduit par le plan. Moi qui suis un spécialiste de l'arpentage romain au départ, je pourrais vous parler de la conception du templum chez les arpenteurs romains. Comment les arpenteurs romains, tout en faisant des divisions géométriques de l'espace, importent une conception religieuse qu'ils ont vraisemblablement héritée des Étrusques, et comment ils la socialisent, comment ils la rendent géographique par la façon dont ils vont aménager l'espace. Donc il y a de cela. Quant au site de Tequinho, qui est le plus monumental, je l'avais mis en fond de la page de titre de ma présentation, ce site de Tequinho. Alors là, moi, ça, ce sont des surcharges que j'ai rajoutées pour le rendre visible, mais vous pouvez me faire confiance, tout existe sous les surcharges. Regardez à quel point cet immense site organise toute la région. Mais il y a encore plus intéressant.
et ça sera une de mes dernières illustrations, il y a beaucoup plus intéressant, c'est le cas d'Extrema dans l'état de Rondônia au Brésil. Extrema, c'est une petite bourgade agro-industrielle qui se trouve un peu au sud, là, ville champignon qui augmente régulièrement chaque année. Et en faisant la cartographie des vestiges, j'ai découvert de très nombreux enclos. Alors d'abord, j'ai cartographié celui-là, puis j'ai cartographié celui-là, puis il y en a encore un troisième un peu plus loin. Et en observant, et avec l'œil que j'ai, qui repère tout de suite les parentés d'orientation, etc., en faisant la parenté, eh bien, j'ai tout de suite repéré qu'il y avait des relations d'orientation. Et quand on remet l'ensemble dans une seule et même carte, et qu'ensuite on étudie cette carte en termes d'orientation et de périodicité, autrement dit la répétition d'un module, on s'aperçoit qu'il y a des relations géométriques extrêmement nettes entre les enclos de cette partie et les enclos de celle-là. Donc là, c'est évident qu'il y a eu à un moment donné des gens qu'on peut appeler des arpenteurs ou des géomètres qui ont été chargés de réaliser dans cette zone une planification de l'espace qui a dicté une grande partie des orientations et de l'emplacement des enclos. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Regardez par exemple cet enclos, hop, il est un petit peu de biais par rapport à la trame générale. Mais globalement ça fonctionne. À partir de là, on est devant des sociétés qui n'ont pas, des sociétés qui n'ont pas le même rapport à l'espace que celui que peuvent avoir aujourd'hui les peuples dits premiers, les peuples natifs qui habitent dans l'Amazonie, par exemple, et qui, eux, ne sont pas des peuples planimétriques. Ce ne sont pas des peuples qui ouvrent des chemins, font des clairières, créent du parcellaire, etc., etc. Et ça, c'est vraiment le point important à retenir. On est devant des sociétés qui, sur le plan de la conception et de l'ampleur de la prise de l'espace, n'a rien à voir avec ce que sont devenues les populations dites premières de l'Amérique. Alors, avant d'ouvrir la discussion et de répondre à vos questions, je voudrais vous donner un petit florilège de publications et de l'intérêt. Donc, moi, les exemples que j'ai pris sont dans un livre que j'ai publié sur Internet qui s'appelle « Sous la nature, l'histoire ». Et vous voyez que j'ai repris le titre « Sous la forêt, l'histoire ». Je l'ai un petit peu modifié. Il y a deux chercheurs, outre des chercheurs brésiliens pour cette région et boliviens, mais il y a deux chercheurs qui ont véritablement fait avancer les choses dans ces régions. C'est un Américain qui est professeur d'anthropologie en Pennsylvanie qui s'appelle Clark Erickson et qui a publié des études vraiment très très intéressantes, notamment sur la zone humide de Bolivie dont je vous ai parlé. Il la connaît très bien et il a découvert beaucoup de choses. Et puis Stephen, dont j'ai rappelé le nom et le rôle. Je vous renvoie à son ouvrage « Amazonie, un jardin sauvage ou une forêt domestiquée » qui vient d'être réédité aux éditions Errance et Picard. Vous trouverez aussi des ouvrages, et puis, je ne le connais pas encore, je n'ai pas encore eu le temps de le regarder, mais Stéphane vient de m'apporter son dernier né, l'Amazonie vue d'avion, aérienne, l'Amazonie aérienne. Je pense que ça doit être un très bel livre d'images et de commentaires. Alors, que retenir de ce parcours que je viens de vous donner? Pour nous, sur un plan purement, j'allais dire, professionnel, c'est-à-dire de recherche, l'Amazonie et les zones que je viens d'évoquer devant vous apportent des matériaux pour un gros travail que ma collègue Magali Watteau et moi-même nous avons engagé, qui est l'écriture d'un manuel de morphologie agraire dans le monde. Donc nous avions besoin, elle et moi, chacun dans différentes zones, nous avions besoin de balayer un petit peu
Et grâce à des outils comme Google Earth et d'autres, on peut le faire avec beaucoup plus de facilité qu'il y a seulement 10 ou 20 ans. Et nous avons donc besoin de balayer l'ensemble des formes agraires de la planète pour pouvoir rédiger ce manuel. Moi, vous l'avez compris, je ne suis pas un spécialiste de l'archéologie de l'Amazonie, je n'entends pas d'ailleurs le devenir, j'ai fort à faire dans plein d'autres domaines, mais j'avais besoin, pour pouvoir écrire quelque chose de conséquent sur la morphologie agraire de ces zones, de me faire moi-même des idées. Donc je me suis nourri de la littérature de mes collègues, brésiliens, boliviens, américains et français. Je me suis nourri de leur... et même finlandais, il y avait le nom d'un Finlandais, Martti Parsinen, qui collabore avec des Brésiliens. Donc je me suis nourri de cette littérature pour apprendre, pour qu'ils me cultivent l'œil par leur découverte, et qu'ensuite, avec mes techniques, et avec le fait que ça fait quand même 50 ans que je fais de la photo-interprétation et que je commence à avoir un petit peu d'habitude, je vois très rapidement les choses qu'ils m'ont appris à voir. Bon. Donc, il y a un intérêt d'ordre scientifique, professionnel, de recherche, et qui est la constitution d'un manuel. Mais nous avons également le souci d'apporter de la connaissance et d'apporter des éléments à la réflexion. Et la réflexion, c'est celle que je voudrais ouvrir avant d'écouter vos questions. La réflexion, c'est qu'est-ce que ça nous apprend par rapport aux situations que nous vivons maintenant, de changement, d'inversion. Faut-il craindre, ne pas craindre? Faut-il redouter? Alors, il y a des évidences. Que la façon dont l'Amazonie, par exemple, est défrichée, soit une méthode, soit une façon violente, voire sauvage, est un fait avéré. Là-dessus, il n'y a pas photo, si j'ose dire. Mais après, c'est... Qu'est-ce que nous allons comprendre de ces inversions? Moi, personnellement, l'enseignement que je retire, c'est que d'autres sociétés anciennes ont connu des changements radicaux et que ces changements radicaux, eh bien, nous risquons nos successeurs risquent de les affronter, de devoir les affronter, et ils auront peut-être intérêt à regarder comment les choses ont été faites. Le deuxième enseignement, c'est l'apport à la construction d'une agroécologie. Aujourd'hui, on sait que c'est un des gros enjeux. On ne nourrira probablement pas le monde uniquement avec des pratiques agroécologiques. Mais il faut développer ce secteur. Il y a énormément de demandes, il y a énormément d'attentes de ce côté-là. Et là, il y a des leçons à prendre en matière d'aménagement, en matière de comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais là, ça dépasse un peu mes compétences et ça renvoie à de l'histoire environnementale. Et je vous remercie déjà pour votre attention, pour votre venue, et j'ouvre la discussion et j'invite Stéphane à apporter les compléments qu'il voudrait apporter vu ses connaissances. Merci. Qui veut ouvrir le petit temps de discussion que nous pouvons avoir? Tu veux ajouter? Vas-y, ton point de vue m'intéresse. Bonsoir. L'Amazonie, c'est intéressant parce qu'on l'a toujours négligée depuis sa découverte, pensant la connaître parfaitement, puisque même avant de la découvrir, on savait ce qu'on allait y trouver, des monstres et des sauvages. C'était réglé d'avance. C'est même sur les cartes qui ne repéraient rien du tout. On les peuplait d'hommes sans tête, d'Indiens grandes oreilles, etc. Et on savait déjà tout. Et cette attitude qui peut sourire aujourd'hui, à vrai dire, ça fait 500 ans qu'on l'a et on l'a toujours. Je me souviens quand j'ai commencé il y a 35 ans à travailler sur l'Amazonie, je travaillais d'abord sur les Mayas. Donc les vrais Indiens, quoi, pour l'université en tout cas. Et mon professeur me dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire en Amazonie? Il n'y a rien, tu n'auras jamais de boulot. »
Alors j'aime bien quand on pose une question et qu'on répond en même temps à cette question par une grande stupidité. Il n'y a rien parce qu'on n'avait pas cherché. Et longtemps, on n'a pas su chercher parce qu'on cherchait des tessons, on cherchait des choses comparables à ce qu'on connaît en Europe. Jusqu'au jour, certains, alors ça a été les premiers, ça a été les anthropologues, très vite suivis par quelques archéologues, dont Clark ou moi faisons partie, dès les années 80, à regarder le paysage et non pas finalement chercher des poteries, chercher des bâtiments qui n'existent pas, mais le paysage. Et on a commencé à découvrir des choses étonnantes. Et depuis 20 ans, ça s'est beaucoup amélioré parce que les techniques se sont améliorées. Et puis surtout, l'esprit des archéologues s'est un peu ouvert. Ils étaient un peu fermés avant. Il y avait les Andes, où il y avait les grandes cultures, les États, des Indiens qui sont presque des humains. Et puis plus on redescendait en géographie le long des pentes des Andes, plus on allait vers la sauvagerie, vers le rien. D'ailleurs, ils avaient de moins en moins de vêtements et ils finissaient par être tout nus. D'ailleurs, sur les côtes du Chili, les pêcheurs qui plongeaient dans les eaux glacées étaient considérés comme des quasi-bêtes. Et donc, on pensait qu'il n'y avait rien à voir, rien à trouver. Et c'est d'ailleurs ça a bien aidé la colonisation et la conquête, puisque comme ces gens n'avaient pas su faire fructifier leur territoire, ils n'en étaient pas propriétaires. Ils en étaient simples locataires, ce qui a justifié toutes les confiscations de l'Amazonie notamment. Et comme la population tombait par les maladies qu'on avait importées involontairement, tout allait bien. Et la science a continué dans cette idée, il n'y avait rien et rien à trouver. Et quand on a vu que le paysage gardait des traces assez étonnantes de ces activités, on a commencé à regarder un peu plus profondément. Il y a tout un niveau de superficie qui a été modifié, on l'a vu là, par des tertres ou des creusements. Mais ça va plus loin, parce que même la composition végétale a été changée dans plusieurs endroits d'Amazonie. Les Amérindiens ont favorisé des plantes aux dépens d'autres, et donc il y a des paysages qu'on appelle des paysages domestiqués, parce qu'il y a des plantes domestiques, des plantes qui sont là, qui ont perduré depuis que les Amérindiens les ont plantées. Et ça va encore plus loin, puisque même le sous-sol a changé avec cette fameuse terra preta, cette terre sombre qui a été transformée par les Amérindiens à force d'habitat, à force de rejet volontaire. Il y a une espèce de processus chimique et mécanique qui fait que la terre devient noire et très fertile. Donc les Amérindiens ont une connaissance très fine de leur paysage et l'ont transformé selon leur... Et on le voit avec la géométrie. La géométrie, c'est ce qui m'a peut-être le plus surpris. C'était pas en Amazonie, c'était à Aruba, dans l'île d'Aruba, au large du Venezuela, où j'avais fouillé et je trouvais une symétrie incroyable. Et en effet, les arpenteurs, c'est le problème. Il y a eu des arpenteurs de génie chez les Amérindiens qui ont fait des choses qui, au départ, semblent pas forcément toujours très géométriques, qui le sont, auraient été énormément géométriques, mathématiques. Alors, il n'y avait pas de société forcément, ça n'implique pas qu'il y avait des sociétés de chefferie ou de royauté, mais il y a eu des gens qui ont mesuré leur territoire, et le sens du territoire chez les Amérindiens est radicalement différent du nôtre, et on commence tout juste à le comprendre petit à petit, grâce notamment à des associations avec des géographes, des biologues, des écologues, des pédologues, etc. On commence à se rendre compte que ce qu'on avait un peu dédaigné pendant 500 ans était un monde qu'on a détruit avant même de le connaître. Et donc la déforestation nous permet de découvrir des sites. Alors, pas toujours, il y a des grandes plaines, des grandes savanes où on peut voir les choses. Et puis maintenant, il y a le LIDAR qui permet de voir à travers la forêt. Mais on commence à prendre conscience de ce qu'on a déjà perdu et de ce qu'on risque de perdre si on ne s'intéresse pas un peu plus. Et il y a un enjeu pour le futur, c'est comment adapter une population à vivre avec un milieu sans le détruire. Parce que là, le secret des Amérindiens, c'est la résilience. Ils n'ont pas détruit la forêt, ils l'ont utilisée, mais la forêt en a profité aussi. Il y a vraiment du mutualisme dans toute la forêt, que ce soit entre les animaux et les plantes, que ce soit entre les animaux et les humains, et les humains et les plantes. Il y a un mutualisme qui fait qu'il y a une résilience très forte qui s'est institutionnalisée, peut-être plus qu'ailleurs encore, puisque ces Amérindiens ont maintenu une forêt florissante jusqu'à ce qu'on les dégage de là, quoi.
Et nous, c'est simple, hein, c'est la loi de la tronçonneuse. Hein. Il n'y a pas d'autre option envisagée par la plupart des gouvernements, que ce soit pour les mines, que ce soit pour le bois, que ce soit pour le bétail, on détruit. C'est notre seule façon. Et quand on détruit, c'est pour longtemps. Donc il y a un vrai enjeu. Là, on est passé, le point de bascule a été atteint. Hein. On va perdre une partie de l'Amazonie définitivement. Ça va faire des changements climatiques au niveau mondial. Donc il y a vraiment des conséquences. C'est pas là-bas, hein. Ça va venir ici. Et les conséquences sont brutales et beaucoup plus sévères que ce qu'on avait pu pronostiquer il y a quelques années. Et donc c'est important d'apprendre, de connaître ce qui a été fait avant nous dans cette région. Bonjour. Merci beaucoup pour votre travail, qui est vraiment très intéressant. Là, vous avez vraiment cartographié une très grande surface. J'avais deux questions. Donc là, alors déjà, avant, je voulais vraiment féliciter même les peuples d'avant, parce que c'est des gros travaux de terrassement. On parle vraiment de grosses quantités de terre qui ont été déplacées, donc aussi, j'imagine aussi une population quand même importante. Là, dans certains ouvrages, on parle quand même d'une densité de population qui était quand même assez grande à l'époque. Et donc, alors, ma première question, c'était sur la cartographie que vous avez fait, à peu près combien de zones vous avez trouvé comme ça, combien de zones vous avez trouvé qui ont été travaillées sur la zone dans laquelle vous avez travaillé. Et l'autre question, je ne sais plus. C'était depuis le début de vos travaux de recherche sur la cartographie aérienne, est-ce que vous avez vu aussi des différences dans la structure, disons, de la Terre? C'est-à-dire, là par exemple, là on voit qu'il y a des méga-feux en Bolivie, par exemple. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que dans le court laps de temps que vous avez fait cette cartographie, est-ce que vous voyez ça en direct, cette avancée, quoi? Je peux un peu répondre à la première, mais pas à la seconde. À la première question, en termes de densité, si vous voulez, je vous ai montré une zone gigantesque de 800 000 km² qui a été ma zone d'observation. Tout n'est pas défriché dans cette zone, mais beaucoup quand même. 3 000 ou 4 000 vestiges sur une zone de 800 000 km², c'est très peu. C'est vraiment très peu. Ce qui est beaucoup, c'est le fait de les découvrir récemment et d'annoncer un inventaire de 4000 vestiges. D'abord, faut passer du temps. Ça représente des centaines et des centaines d'heures de dépouillement des couvertures aériennes. Mais et nous le disions avec Stéphane avant la conférence, nous sommes convaincus que la densité des vestiges, et donc après tous les calculs qu'on pourrait faire en termes de population, de capacité, du terrassement, de l'aménagement, etc., en découle. Mais nous sommes absolument convaincus que le nombre des vestiges va décupler dans un avenir très, très proche. Pourquoi ? Parce que non seulement il y a le défrichement et tout ce qu'il permet de découvrir, hélas, parce que c'est pas la méthode qu'on aurait voulu employer, mais désormais il y a le LIDAR qui permet de traverser la canopée, qui permet de traverser le feuillage, qui permet de voir, par de l'enregistrement magnétique, qui permet de voir les structures en forêt. Donc toute une série de zones qui pour l'instant sont peu ou mal, ou même pas du tout connues parce qu'elles sont forestières, vont entrer dans le champ de la connaissance. On va donc avoir une démultiplication. Nous sommes en train, chacun avec nos techniques, nous sommes en train de cultiver l'œil de ceux qui vont nous succéder, des jeunes chercheurs qui vont, eux, dire, bon, ben, allez, on va s'y mettre et on va comparer les missions, on va faire comme fait Schucker, comme fait Rostin, comme fait Intel, etc. Et on va découvrir. Et il est clair que la densité va augmenter. Sur la deuxième question, sur la transformation des... Oui. Sur la première, d'ailleurs, alors il y avait une densité évidemment beaucoup plus forte, on estime à
à 8 à 10 millions, mais c'est des estimations que j'aime pas trop, à vrai dire, parce que 8 à 10 millions d'habitants en Amazonie à l'arrivée des Occidentaux, ça a chuté à quelques milliers très rapidement, en 50 ans. J'aime pas trop parce qu'à vrai dire, il y avait peut-être beaucoup d'habitants à Santarém, mais beaucoup moins sur le haut Rio Negro. Donc c'est comme donner le nombre d'habitants sur l'Europe. Il y en a beaucoup à Paris et beaucoup moins dans le Massif central. Donc c'est très variable et c'est difficile de calculer. On est sur 7 millions de kilomètres carrés en Amazonie, c'est-à-dire la taille de l'Europe. C'est quand même un peu difficile de mettre ça dans... Moi, je parle maintenant de plus en plus d'Amazonie au pluriel. Alors, il y a eu des moments où il y a eu du monde. Là, je vais révéler très prochainement, mais je vais vous teaser quand même le truc, des villes en Amazonie il y a 2000 ans. Alors, ce n'est pas des villes de pierre, ce n'est pas des villes d'or, comme beaucoup ont cherché, des villes de terre, avec des rues, avec des champs, sur des dizaines de kilomètres carrés, tout interconnecté par des routes. C'est juste fabuleux. C'est le LIDAR qui m'a révélé ça récemment. Vous savez, chez nous, on dit souvent que les favorisés, parfois, ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. J'aime à dire que tous les autochtones d'avant l'arrivée des Occidentaux sont nés avec une pelle à la main. C'était des grands terrassiers. Ce qui nous paraît invraisemblable aujourd'hui, à vrai dire, c'est juste remuer de la terre. Hein. C'est de l'effort, mais ce n'est pas impossible. En Afrique, aujourd'hui, on fait encore des champs surélevés, notamment au Congo, où les champs surélevés font 2 mètres de haut et 5 mètres de largeur. Tous les ans, les paysans, une famille, hein, une simple famille, arrasent tous ces champs-là pour les refaire l'année suivante. À cause des gros vers qui vont manger les tubercules, ils sont obligés de remuer la terre pour empêcher cette prolifération des vers. Donc ça nous paraît invraisemblable parce que nous on a oublié justement ce que c'était une pelle. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de paysans ici. La paysannerie disparaît hélas en France drastiquement, mais en Amazonie c'est une évidence pour les Amérindiens. Et ce paysage que je vous ai dit qu'on apprend à lire, j'ai encore appris assez récemment. Quand je travaillais sur les champs surélevés en Guyane française, je faisais souvent la route. Alors il y a la route nationale, il n'y a qu'une route en Guyane, la route nationale 1. Bon, ils ont fait la 2 depuis, mais bon. Il y a une route qui longe le littoral et qui est sur un banc de sable. Et au nord et au sud, ce sont des marécages, ou des savanes inondables, donc des nids à moustiques en gros. C'est là que je travaillais. Heureusement que je ne suis pas comestible parce que... en tout cas, moi, je faisais cette route très souvent, et sur le bord de la route, il y avait des roseaux, quoi. Au bord de Marrakech, il y a toujours des roseaux. Donc, je n'étais pas très surpris, jusqu'au jour où un Indien me dit ici, nous, on faisait la guerre avant contre les Kalinas. Les Palicours m'ont dit qu'ils faisaient la guerre contre les Kalinas, et il y a des traces de cette guerre. Je dis, ah bon, et où ça? Il me dit, là. Il n'y a rien, il y a des roseaux. Oui, c'est ça, des roseaux. J'aurais dû m'en douter, on appelle ça des roseaux à flèches. C'est des roseaux qui servent à faire des flèches et ils plantaient leur armement parce que ce n'est pas des colonies naturelles de roseaux. Il faut les planter pour qu'ils soient aussi nombreux. Et donc, ils plantaient ces roseaux en réserve de la guerre le long de la même route. Ils avaient la même route, hein, le long de la barre sableuse. C'était donc un vrai sentier de la guerre. Hein. Et d'ailleurs, l'endroit de guerre, c'est entre Kourou et Cayenne. Et quand vous allez au-delà de Kourou, il n'y a plus de roseaux. J'aurais pu m'en douter, mais il y a le regard amérindien qui voit... Pour lui, c'est très clair, ici, c'était une zone de guerre. Et donc, petit à petit, en 35 ans, près de 40 ans maintenant, j'ai appris à lire ce paysage, mais avec des yeux qui sont les yeux de ceux qui l'ont habité, pas des yeux étrangers, et ça prend du temps. Et pour répondre à la question des feux, qu'est-ce que je peux vous dire? En 20 ans, il y a eu 550 000 kilomètres carrés qui ont disparu en Amazonie à cause des feux pour le bétail. C'est la superficie de l'Espagne. L'Espagne rayée de la carte. Qui ont disparu en Amazonie pour nourrir le bétail.
Et alors quand ça disparaît, c'est pas les Amérindiens qui coupent un bout de forêt et qui laissent la forêt s'écrouler pour que le sol se régénère, parce que les sols sont très pauvres. C'est le paradoxe de l'Amazonie, c'est que il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de plantes, 16 000 espèces de plantes quand même, hein. C'est pas mal, estimé. C'est combien en France? 200, je crois. On est un peu loin du compte. Toujours est-il qu'ils laissent la forêt se régénérer. La résilience, c'est le maître mot pour les autochtones. Nous, quand on coupe, on va raser en plus au bulldozer, c'est-à-dire qu'on enlève la faible couche d'humus qui permet la régénération de la forêt, et on arrive sur la latérite, enfin le sol stérile, et plus rien ne peut repousser, quoi. C'est pour ça qu'on va, à coup d'OGM, à favoriser le soja ou des pâturages pour les bêtes. Donc c'est des destructions irrémédiables, hein. Et puis surtout les sources d'eau, ça sèche, hein. Salgado me racontait un jour que lui, il a replanté 3 millions d'arbres dans sa propriété, qui était un désert, qui était redevenu un désert avec le temps, et les sources sont revenues en plantant les arbres. Et il a une image que j'aime bien, il dit, toi comme moi, quand on prend une douche, et qu'on se lave la tête, on sort de là, ça sèche en 2 minutes, quoi. Sur un crâne chauve, ça sèche très vite. Si vous avez des cheveux et que vous ne les essuyez pas, ça prend du temps, ça garde l'humidité très longtemps. Et bien la terre, c'est pareil, elle garde l'humidité s'il y a de la forêt. Et donc les sources reviennent à ce moment-là. Et nous, ce qu'on a fait, c'est détruire ce paysage. Je ne sais même pas le changer, c'est le détruire, qui va avoir des conséquences énormes, parce que cette forêt respire de l'humidité, qui va arroser São Paulo au sud. São Paulo va vivre de très sales moments dans le futur, et grâce à nous, hein, ils peuvent nous dire merci déjà. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on sait tout ça. Ça fait 40 ans que les scientifiques le disent, hein, même peut-être parfois plus longtemps pour d'autres régions du monde, et aucun gouvernement ne bouge, basiquement. La COP, c'est une vaste plaisanterie. J'ai assisté à la COP 21, c'était lamentable. Il n'y avait que des Blancs qui parlaient savamment de régions dans lesquelles ils n'habitent pas. Il n'y avait pas un autochtone, ni d'Afrique, ni d'Amérique du Sud, ni des îles, qui vivaient dans la ceinture tropicale, qui étaient là pour donner son opinion. Alors que c'est eux qui connaissent les solutions. Personne ne les écoute. Sur la fin depuis une dizaine d'années, j'ai appris de plus en plus, j'apprends à écouter ce que disent les habitants et essayer de perdre un peu d'arrogance. C'est, je crois, la meilleure chose qu'on puisse faire. Je repasse la parole à la salle, si quelqu'un veut poser une question. Oui. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez présenté. 2 questions également. Vous nous avez dit que ça avait accéléré, que c'était pire que ce que vous aviez prévu. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui était prévu et en quoi c'est pire? Et après, une deuxième question. Je dirais qu'en Amazonie, ce qui est peut-être un peu plus à la mode, c'est les peuples premiers. C'est pas le bon terme, mais ceux dont on parle le plus dans les médias aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas fait tous ces travaux. Et on a un peu tendance à parler beaucoup d'eux sur l'aspect un peu relation avec la nature, relation un peu animiste. Est-ce qu'il y a quelque chose en fait qui est plus à retenir de ces peuples-là et quelque chose qui est plus à retenir des autres Amérindiens que vous nous avez présentés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose à s'inspirer des 2 peuples? C'est les mêmes peuples, hein, ce sont les héritiers. C'est juste qu'on les a chassés et décimés. Donc là où vous aviez autrefois des milliers d'habitants, vous n'en avez plus que quelques centaines, voire quelques dizaines. Et surtout, ils ne peuvent plus choisir les terres où ils vivent. Par exemple, le long de l'Amazone, tout de suite est devenu très occidental. On a chassé les Indiens, ils sont morts très vite, des bords de l'Amazone, alors que c'était très densément peuplé d'Amérindiens. Donc maintenant, ils ne peuvent plus choisir, il faut qu'ils aillent dans les interfluves, ce qui donne d'autres conditions.
Il faut savoir que ça a été quoi l'arrivée des Européens? Ça a été vraiment un coup de pied dans la fourmilière. Ils sont partis de partout, ils sont croisés. Il y a eu des chasses aux esclaves dans le bas Amazon par les Portugais, tandis qu'on massacrait dans l'état de l'Orénoque au nord, les gens fuyaient, se croisaient. Ça a été incroyable, sachant qu'il y avait des routes partout. Parce qu'on découvre aussi qu'il y a des routes partout au moment du contact. Tout ça a disparu parce que les Amérindiens ne sont plus... ils ne se sont jamais sentis propriétaires, mais enfin, ils connaissaient leur territoire et là, ils sont à peine locataires, ils sont à peine admis comme Amérindiens, comme habitants sur place. Ils sont extrêmement dénigrés dans tous les 9 pays amazoniens. Ce que vous entendez dans les Andes à propos des Indiens sauvages d'Amazonie, c'est terrible. Moi, j'ai vécu 20 ans en Amérique du Sud. J'ai entendu des choses, un t-shirt qui se vendait encore il y a quelques années à Quito, où on représentait les habitants de l'Amazonie en singes avec des queues. Voilà, et ça choquait personne. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est pas très rigolo quand même. Et donc, on les a toujours écrasés et on a surtout écrit leur histoire. Alors, je ne parle pas des archéologues qui ont fait des belles conneries jusqu'aux années 80, hein, mais les historiens, les chroniqueurs, les États ont fait l'histoire de l'Amérique du Sud. Et si vous regardez, moi j'ai beaucoup regardé, lu les manuels scolaires des différents pays, c'est édifiant. Quand on parle des Indiens, c'est au moment de l'arrivée des Blancs, et c'est surtout dans les pays andins, où les Incas résistent à la civilisation, en gros. On leur apporte tellement de bienfaits entre les maladies, le chômage, le massacre. Ils n'en veulent pas, mais donc ils meurent. Et de là, ils disparaissent. Il n'y a plus le mot amérindien qui est prononcé dans les livres scolaires. Passé les 3 premières pages, on fait 500 ans d'histoire blanche, d'occupation blanche de ces pays. Ça peut aller très loin parce qu'il y a une négation de leur histoire, de négation humaine, en France. Vous avez dû entendre parler des charniers, des orphelinats amérindiens du Canada. Ça a fait scandale il y a 2-3 ans. On a trouvé des charniers avec plein de squelettes d'enfants qui étaient maltraités. Alors c'est horrible, même le pape s'est excusé. Alors ça continue, hein. Pas au Canada, en France. Quand je dis en France, en Guyane française. Il y a encore des homes pour enfants tenus par les curés et les bonnes sœurs. Vous savez que la Guyane n'a pas connu la séparation de l'État et de l'Église. Hein. C'est l'État qui paye les curés, hein, comme en Lorraine, pour d'autres raisons. Et donc, l'État entretient des espèces de prisons pour enfants. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, Kalina, qui, à 6 ans, a été arraché à sa famille par les gendarmes pour être mis dans ce home. Il vivait très bien dans son village, hein. Dans ce home, pour le franciser, c'était le terme. Il en est sorti à 16 ans, complètement rebelle, comme beaucoup, et déstructuré, parce que pour son village, pour son père, il n'était plus un Indien, vraiment, mais il n'a jamais été considéré comme un blanc par personne. Et quand il est venu un jour à Paris, il s'est rendu compte qu'il était un Indien, c'était vu comme un Indien. Il a changé de métier, parce qu'il était architecte, et il est devenu juriste devant les cours internationales pour les droits humanitaires, les droits de l'homme, qui ne sont pas respectés en Amazonie. C'est des gens qu'on a cassés et qu'on continue de casser. Il y a encore des massacres d'Indiens. Hein. Jusqu'à il y a quelques années, on vendait des crânes d'Indiens aux touristes sur le long de l'Amazone. Il faut savoir qu'on a tué la biodiversité, on a tué les plantes, on a tué les habitants, faune et humains, de cette forêt, et rien ne bouge, à vrai dire. Les Amérindiens se battent de plus en plus, mais ils ne se battent pas par plaisir, ils se défendent. Ils défendent leur vie maintenant, parce qu'on leur bouffe la forêt minimale qu'ils ont autour de... et cette forêt, on la voit disparaître, vraiment. J'ai survolé un jour de Manaus à São Paulo de nuit, c'était il y a 10 ans, et j'étais impressionné par le nombre de lumières que je voyais, qui étaient des lumières de feu, hein. Un peu partout dans la forêt était en flammes. C'est très impressionnant, on le voit vraiment disparaître. On va conclure. Non, mais on a encore une petite heure pour la conclusion. Merci. On va conclure la présentation. Je voudrais justement en conclusion et à la suite, d'abord remercier Stéphane pour son concours un petit peu
imprévu à cette présentation. Ce que je voudrais conclure sur l'idée qui était mon idée de départ. J'ai ouvert ma présentation en parlant de nombreux phénomènes d'inversion que nous vivons. En écho à ce que vient de dire et à la question qui vient de nous être posée, l'inversion principale, c'est l'inversion de la représentation qu'on se fait de ces populations. Réfléchissez, s'il y a parmi vous des historiens, s'il y a parmi vous des archéologues ou des anthropologues, mais même sans être spécialiste, tout simplement en réfléchissant, l'image qu'on nous a donnée à travers la presse, à travers toute une série de représentations de ces populations, c'est celle des reportages d'Ushuaïa ou celle d'un certain nombre de médias qui nous ont présenté ces populations comme des populations vivant dans la canopée, vivant en quelque sorte comme, soi-disant, on pensait de vivre à des époques très reculées de l'histoire de l'Europe. Or, ce que je viens de vous montrer et ce que Stéphane a aimablement commenté avec la connaissance qu'il a, c'est que l'histoire est dessous. Est-ce que vous mesurez en termes épistémologiques, c'est-à-dire en termes épistémologiques, ça veut dire la façon dont on organise la connaissance. Est-ce que vous mesurez ce que ça veut dire? On nous a toujours dit que l'histoire était stratigraphique, que l'ancien était au fond et que plus on allait vers la surface, plus on allait vers l'actuel et qu'il y avait une espèce de progression. Or là, si on regarde les représentations qui ont été données, nous sommes devant une situation d'inversion complète de la représentation, puisque les hommes qui sont censés vivre comme on vivait à la préhistoire, mais ce n'est qu'une représentation, hein, sont au-dessus. Et vous avez au sol, et surtout dans le sous-sol, comme je viens de vous le démontrer, vous avez des vestiges de société, de civilisation, de culture qui ont été incroyablement capables d'aménager, de terrasser leur espace. L'inversion est totale. Donc oui, il faut rendre, enfin c'est pas à nous à le décerner, mais il faut que ces populations se réapproprient leur histoire et que ces populations disent « mais arrêtez de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous avons été planimétriques bien avant vous, ou au moins autant que vous, à des périodes comparables, et nous avons su faire des travaux d'Hercule comme vous les avez fait, comme vos travaux des Romains, ou comme je ne sais quelle autre société qui est à l'honneur chez vous pour des raisons évidentes. » Et donc ce phénomène d'inversion de l'histoire est vraiment très très intéressante parce que en termes de théorie, d'organisation de la connaissance, ça nous amène à concevoir des schémas qui ne sont pas les schémas linéaires que le 19e et le 20e siècle nous ont transmis. Et donc, au titre des inversions nombreuses que l'Amazonie et les régions voisines nous offrent, il y a notamment cette inversion de l'histoire, puisque l'histoire, et je conclurai là-dessus, l'histoire est en dessous. Voilà, je vous remercie de votre venue, de votre attention et du concours de Stéphane. Merci. J'espère que vous pourrez être là dans 15 jours pour écouter les changements de la Seine et dans un mois pour écouter les changements de la forêt, mais cette fois-ci en France avec des exemples en Île-de-France.